Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nike? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme je le dis toujours, je me réserve toujours le droit de me tromper. OK? Donc, on a fait une erreur. Excusez-moi, j'ai failli dire on a fait une erreur. On a fait une analyse ici au mois de mars 2022 sur Nike, d'accord? Donc au mois de mars, nous sommes actuellement au mois d'octobre, donc c'est toujours une bonne période ici pour faire à peu près une mise à jour de cette analyse-là. Donc généralement, il fait une mise à jour chaque trimestre ou bien chaque 6 mois, c'est toujours assez correct. Donc Nike ici a publié ses résultats financiers du premier trimestre 2023 parce que les résultats, l'année fiscale de Nike s'arrête au mois de mai de chaque année. Donc l'année fiscale 2022 pour Nike est terminée présentement. Elle est en 2023. D'accord? Enfin, donc, elle va republier ses résultats annuels en mai 2023. Donc, présentement, on est sur le premier trimestre 2023. Donc, les résultats de Nike, en fait, ils ne sont pas mauvais. D'accord? Mais il y a des notes, il y a des informations qui nous font penser que dans les mois à venir, ça va être un tout petit peu compliqué. Déjà, au niveau du revenu, on a une croissance du revenu de 4% par là. Notamment, la croissance a été tirée par le segment Nike Direct, parce que vous savez que Nike maintenant vend directement aux consommateurs. D'accord? Donc, ça dit qu'il ne passe plus par des magasins, des distributeurs pour vendre ses produits. Donc, les compagnies comme Footlocker, notamment, quand vous regardez l'action de Footlocker, elle est dépréciée ici parce que Footlocker, Nike représentait plus de 50% des ventes de Footlocker. Maintenant, c'est pas que vous ne pouvez pas trouver des produits Nike dans des magasins Footlocker, mais vous n'allez pas trouver des nouveaux produits en fait. D'accord? Par exemple, s'il y a une nouvelle basket qui sort, des choses comme ça, c'est sur le site web directement de Nike. Donc, qui dit vente par e-commerce sur le site web, ça veut dire qu'on a des coûts de transport. Donc, le revenu, les marges ici, donc la marge brute a été impactée négativement par les coûts du transport. D'accord? Vous savez que tout le monde se plaint également ici des frais, des coûts de transport. OK? Il y a également la Chine. Vous savez que la Chine, il y a une partie de la Chine qui est en confinement, donc la consommation n'est pas la consommation n'est pas à la normale en Chine présentement. Donc la Chine représente à peu près le troisième plus gros marché de Nike. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, ça n'a pas été trop ça. Donc c'est la raison pour laquelle ce trimestre-ci n'a pas été aussi bon que, enfin, on s'attendait à mieux que ça, mais voilà, par rapport à la conjoncture actuelle également, c'est pas facile. Et on peut également parler des pressions inflationnistes. Donc, c'est à peu près ça qui a fait à ce que c'est à peu près ces éléments-là qui ont fait à ce que les revenus de Nike soient à peu près, voilà, corrects, ok? Mais ils ne sont pas mauvais. Maintenant, également, alors, il y a une situation spéciale ici, c'est que la raison pour laquelle l'action a chuté aussi drastiquement en une journée, c'est parce que Nike a annoncé Nike a donné des informations sur le futur ici qui ne sont pas, voilà, qui ne laisse pas présager voilà, un futur assez calme. D'accord? On va le dire ici comme ça. Pourquoi? Parce que Nike, avec les retards au niveau de la chaîne d'approvisionnement, a commandé énormément de produits. D'accord? Et quand ils commandent énormément de produits, ils doivent pouvoir écouler ce produit-là. Et quand je dis commander énormément de produits, vous allez voir ici que chez Nike, l'inventaire a augmenté. Donc, quand vous allez sur Inventory, l'inventaire, c'est très important pour les compagnies, les compagnies qui vendent, pas les compagnies qui vendent au détail. De toutes les façons, si une entreprise fabrique un produit pour le revendre, il faut absolument regarder généralement les inventaires. Parce que parfois, si on commence à accumuler de l'inventaire ici, des invendus, enfin, l'inventaire n'est pas considéré comme étant invendu techniquement. Donc, si le niveau d'inventaire augmente plus que la normale, c'est un drapeau rouge. Ok, ce n'est pas forcément mauvais, mais c'est un drapeau rouge. Vous voyez ici que le niveau d'inventaire en termes de volume est de 9 milliards 600. D'accord? Ça peut être normal ici par rapport à la taille de Nike. OK? Mais on va surtout le voir ici par rapport des sales outstanding. Donc, des sales outstanding. Alors, des sales outstanding inventory. OK. Donc, l'inventaire moyen ici de Nike est généralement de près de 90 jours. D'accord? L'inventaire moyen. D'accord? Ici, c'est en nombre de jours. Vous voyez ici qu'en date d'aujourd'hui, on est à 116 jours. OK? Donc, Nike a plus de produits dans les magasins présentement que d'habitude. Et vous pensez que les produits en magasin, c'est pas grave si c'est déjà en magasin, ça ne dérange pas. Mais non, ça coûte de l'argent. Ça coûte vraiment de l'argent. Surtout si on a des nouvelles collections qui arrivent, il faut pouvoir écouler le stock restant. Et or, Nike a deux problèmes. Non, premièrement, il n'a plus de distributeur en tant que tel. Il est son propre distributeur. On peut dire que c'est le premier, mais c'est un petit problème. Le deuxième, c'est que Nike ne fait pas de solde en tant que tel. Si vous regardez le site Nike, par exemple, il y a presque très rarement des soldes. Et quand il y en a, ce n'est pas extraordinaire. Si vous allez, par exemple, maintenant sur Adidas, il y a des soldes de 40%. Pour ceux qui aiment Adidas actuellement,
Il y a des bonnes affaires. Moi, j'ai acheté des claquettes dernièrement, ça va. D'accord? Donc, il y a des soldes de 40. Je les ai eu pour $20 ici, techniquement, alors que ça coûtait 40 ou $30, un truc comme ça. Mais j'ai eu un 40% de réduction, ce qui m'a permis de ramener ce prix vers ce $20 à peu près avant les taxes, quelque chose comme ça. Dans tous les cas de figure, Nike ne fait pas trop de soldes. D'accord? Et voilà, vous constatez également que les produits Nike sont généralement, en termes de prix, on est quand même à des niveaux assez élevés parce qu'ils ont un pricing power certain, notamment parce qu'ils innovent beaucoup. OK? Il faut voir ici que Nike, donc, pour écouler cette marchandise-là, c'est quand même un plus 44% au niveau de l'inventaire, il va falloir faire des soldes. Et qui dit solde dit baisse des marges. Mais là, ça va. Ça aurait été facile, c'était juste ça. Mais non, en fait, les poches des consommateurs sont de plus en plus vides. C'est la consommation discrétionnaire. On parle d'inflation, on parle de détérioration du tissu économique. Augmentation des taux d'intérêt, ça a un impact sur le consommateur final, qui maintenant doit faire le choix entre se chauffer ou acheter des baskets Nike. Je pense que le choix est vite fait. Et déjà, au niveau du chauffage, c'est pas si évident que ça. Bon, je parle généralement en Europe, mais l'Europe n'est pas le monde également. Mais c'est une bonne partie du monde en tant que grand consommateur, d'accord? Si on parle de niveau de vie, ok? Donc, s'il y a des pressions s'il y a une pression au niveau des consommateurs, enfin, s'il y a une pression dans la poche des consommateurs, ou bien sur le revenu moyen des consommateurs, ça aura un impact négatif sur Nike. OK? C'est tout ça, là. En fait, je vous ai fait un 360 de la situation présentement. Ce n'est que ça. Ça, c'est une situation maintenant, quand vous arrivez sur les actions Nike, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est durable ou c'est temporaire? Moi, j'aurais un avis comme quoi c'est temporaire. Mais temporaire ne veut pas dire 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Temporaire veut dire 1 an, entre 12 et 18 mois. Au mieux, 12 et 18 mois. Sinon, on pourrait aller aux alentours des 24 à 36 mois par là. Donc, on parle déjà entre 1 an et demi, d'accord, et à peu près 3 ans. C'est ce qu'on appelle temporaire, une situation temporaire. OK? Ça peut sembler très long quand on regarde à partir d'aujourd'hui, mais le temps passe très, très, très rapidement. D'accord? Donc, pour Nike, c'est à peu près ça. So, maintenant, pour quelqu'un qui est intéressé par Nike, parce que j'ai fait la première analyse que j'ai fait sur Nike ici, franchement, je ne vais pas changer grand-chose dessus. Parce que les attentes des analystes ici, enfin, le management ici en 2020, le management s'attend à avoir à peu près, enfin, déjà, on va commencer par les analystes. Les analystes s'attendent ici à peu près à avoir près de 46 milliards 700, donc 47 milliards d'ici mai 2022. Le management ici, lui, s'attend à avoir à peu près aux alentours, le minimum de 47 milliards à peu près également d'ici mai 2022. Donc, lors de notre analyse ici, on avait pris 47 milliards. OK? Maintenant, au niveau des free cash flow, la moyenne, c'est 12%. Et quand je dis la moyenne, c'est vraiment la fourchette hausse, la fourchette haute. Pourquoi? Parce que Nike ici augmente ses marges de plus en plus. Quand vous regardez les marges ici, en termes, vous voyez, je vous ai mis ici sur les 20 dernières années, vous voyez que les marges nettes, les marges moyennes et médianes sont aux alentours de 9,5% ici. D'accord? Sur les 10 dernières années, nous avons des marges aux alentours de 10,5% par là. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près aux équivalents de 10,5 par là, ou bien 10%. Donc, sur les 5 dernières années, on a une légère réduction également ici. Ça peut également être temporaire. Mais en date d'aujourd'hui, on a du 12%. D'accord? 12%, ça c'est, je l'ai mis ici, je vais le mettre ici je le mets annuellement ici, sur les 12 derniers mois. Vous voyez ici que sur les 5 dernières années, on est à 5 points, on est à peu près 10% ici, en médiane. Et à peu près sur la fourchette haute, ici, on a à peu près 12%. D'accord? Donc, Nike tend à augmenter ses marges de plus en plus. Donc, c'est pour ça que vous allez voir ici que j'ai choisi de prendre ici des marges de 12%, qui sont des marges qu'on devrait connaître dans le futur. Il y a de grandes chances que ce soit le cas parce que leur but, c'est d'augmenter les marges nettes. Donc, notamment avec l'augmentation des prix et la réduction des coûts. OK? So, pour Nike ici, si on garde le 12% ici, avec le 47 milliards, vu qu'on ne s'attend pas à avoir des revenus exceptionnels cette année-ci, moi je dirais le prix actuel, vous vous souvenez de la dernière vidéo, je vous ai dit que Nike allait m'intéresser aux alentours des $75, et quand on faisait cette vidéo-là, on était aux alentours de combien? On était aux alentours de $117 l'action. J'ai dit au mieux le prix ici est correct, mais ça prend déjà en considération une légère croissance ici. Et vous savez que les entreprises de croissance, on aime bien les acheter avec un prix qui n'inclut pas la croissance. Donc quand vous avez regardé maintenant des actions de Nike en date d'aujourd'hui, si Nike cote à 22 fois les bénéfices, d'accord, ça sera aux alentours de $80 l'action. D'accord? Si Nike cote à 20 fois les bénéfices,
on sera aux alentours des 72 dollars l'action, 73 dollars. Donc, entre 72 et 85, franchement, il n'y a pas une... Moi, personnellement, je ne considère pas ça comme étant une grosse différence. Parce que je vous ai dit que je ne cherche pas à être très précis. D'accord? Je peux avoir une marge d'erreur de plus ou moins 20%, ça ne me dérange pas du tout. OK? Donc, pour moi, à 72 dollars ici, techniquement, si on fait 72 dollars, si j'ajoute la, excusez-moi, si je prends une marge d'erreur de 20% ici, on pourrait clairement tomber aux alentours des 86 dollars et ça ne me dérangerait pas. Également, ok, parce que nous avons une entreprise ici qui a une légère croissance, qui continue à augmenter ses marges et qui a un potentiel ici. Voilà, au niveau de l'augmentation des marges, on peut aller jusqu'au 15% par là. D'accord? Donc, je pense qu'au prix actuel, Nike est correctement évalué et ça ne prend pas en considération la croissance. Parce que regardez ici que le marché a tendance à payer des multiples très élevés pour Nike en général. Il faut faire également attention ici, les PER auront tendance à être élevés, mais ça ne justifie pas le fait qu'on prenne dans notre analyse des PER très élevés. Pas parce que Nike a eu des PER de 27 fois les bénéfices sur les 10 dernières années qu'on devrait prendre 27 fois les bénéfices. Non. Moi, je prends 25 et je me limite là. Et encore, je me réserve le droit de faire des ajustements. OK? Comme par exemple, si j'ai une entreprise qui exerce dans le secteur automobile qui se vend à 20 fois les bénéfices, je ne vais pas savoir ce qu'elle fait, mais je sais que déjà que 20 fois, c'est un peu trop élevé. On va déjà se limiter à 15 fois, on voit déjà ce qu'on a présentement. D'accord? Donc, ici, sur Nike, vous voyez que sur les 10 dernières années, le marché paye généralement en termes de médiane 29 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, le marché paye 39 fois les bénéfices. Et sur les 3 dernières années, le marché paye à peu près aux alentours de 40 fois les bénéfices. Donc, moi, j'ai pris 25 fois les bénéfices. Donc, à 25 fois les bénéfices, voilà, dans un environnement, voilà, très optimiste, d'accord, on sera à peu près quand je dis dans un environnement normal, on va le dire comme ça. Si on a 47 milliards ici, multiplié par 12%, c'est la marge ici, multiplié par 25 fois les bénéfices, ok, ça fait à peu près 141 milliards. Maintenant, j'enlève la dette nette de Nike, parce que cette dette nette-là a dû évoluer. Le nombre d'actions également a dû évoluer. C'est la seule chose qui va peut-être changer par rapport à la première analyse ici, parce que c'est une entreprise qui rachète ses actions. Ok, donc elle rachète ses actions, elle n'a pas beaucoup de dette ici. Donc, vous voyez que le niveau d'endettement ici a changé, parce qu'avant, on avait plus du cash net. Présentement, on a une dette nette de 700 millions. 700 millions alors qu'on rapporte à peu près 5 milliards, franchement, c'est insignifiant, ça ne sert à rien que je l'enlève. Donc, je vais mettre ici dette net 0, ok. Et maintenant, au niveau du nombre d'actions, ici, le nombre d'actions qu'on a présentement, nous avons à peu près 1,6 milliard, alors que sur la dernière vidéo, on avait combien en termes de nombre d'actions? Alors, sur la vidéo ici, on avait à peu près aux alentours de 1 milliard, oui, pas loin de 1,6 milliard par là. On avait même moins que ça. Je pourrais aller vérifier ici pourquoi est-ce qu'on a quelque chose d'un peu plus élevé. Donc, vous voyez que le nombre d'actions a légèrement augmenté ici. Peut-être également parce qu'elle donne elle donne des actions gratuites à ses employés en remplacement d'un salaire, un truc comme ça. Je pense qu'il y a des intéressements aux résultats à ce niveau-là. Mais ça ne dérange pas beaucoup. Ça me dérange pas beaucoup ici. Donc, on va mettre 1,6 milliard. Donc, le nombre d'actions a légèrement augmenté. La dette nette, avant, on avait du cash net. Maintenant, on a une dette nette. Donc, ça dit que l'évaluation qu'on aura ici sera un tout petit peu réduite par rapport à ce qu'on avait précédemment. Donc, on va se dire ici qu'on sera aux alentours de 88 dollars l'action, à 25 fois les bénéfices. À 25 fois les bénéfices. Si je prends 20 fois les bénéfices, par exemple, on sera aux alentours des 70 dollars l'action. Donc, présentement, si vous achetez cette compagnie-ci, ça ne prend pas en considération la croissance de l'entreprise ici, la croissance du revenu. Vous constatez ici que sur les 10 dernières années, nous avons ici une croissance aux alentours de combien? Alors, 10 dernières années, nous avons 4%, 4,5% ici. Sur les 5 dernières années, nous avons 6%. Sur les 3 dernières années, nous avons 5%. Sur les 2 dernières années, nous avons à peu près 12% par là. Donc, si je prends en moyenne 5% en étant très gentil, on pourrait se dire que le prix actuel n'inclut pas la croissance. Et je vous ai dit que moi, je ne prends plus le prix avec la croissance ici parce que de toute façon, la croissance va tendre à diminuer et ça m'intéresse déjà d'acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc ici, le prix est au mieux assez correct. Et voilà, ça peut être intéressant actuellement, mais l'entreprise va souffrir à court terme, moyen terme. D'accord? Mais elle a les moyens de survivre à la fin de la journée. Maintenant, quand vous comprenez le business model de Nike ici, vous vous dites que ouais, il y a moyen. Nike est meilleur que Adidas de toutes les façons. En termes de gestion, en termes de vision, en termes d'innovation, ils sont meilleurs que Adidas. OK? Donc ici, maintenant,
Qu'est-ce que je pourrais encore montrer? Au niveau du dividende, parce qu'il y a des gens que ça intéresse, c'est pas que le dividende ne m'intéresse pas, mais je me dis, si l'entreprise va bien, le dividende va suivre de toutes les façons. Donc, vous voyez ici que c'est une entreprise qui a augmenté, je pense qu'elle a augmenté son dividende dernièrement de 12% ou de 11%, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez ici qu'elle augmente son dividende année après année. Ce qui m'intéresse, c'est l'augmentation des free cash flow année après année. Le dividende augmenté, je sais que ça sera juste une formalité. Donc, le dividende, personnellement, même pas personnellement, si Nike vous distribue la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui en termes de dividendes, donc les free cash flow moyens ici, si on met 5 milliards 600 ici, on va faire simple, hein, 5 milliards 600 divisé ici par 134 milliards 280, ça donne ici ça donne ici à peu près 4% de marge de bénéfice, 4% ici. Donc si vous distribuez la totalité des free cash flow ou des net income, vous aurez à peu près 4% de rendement. Ok, actuellement, on est à 1,42%. Donc, il y a moyen de continuer à croître. D'accord? Donc, le dividende ici va continuer à augmenter. Ça, c'est normal. OK? Le payout ratio va c'est inférieur à 20%. Mais également, je vous ai toujours dit que prenez en considération ce qu'on appelle le shareholder yield. D'accord? Parce que Nike rachète ses actions et elle vous donne un dividende. D'accord? Elle rachète ses actions, elle distribue un dividende. Donc, ça dit qu'en réalité, le 1,43% que vous voyez ici, en fait, Nike vous a distribué à peu près 3% sur les 12 derniers mois. 3% sur les 12 derniers mois. OK? Donc, vous voyez que si on prend ici une médiane, la médiane ici, Nike retourne, vous distribuez à peu près en moyenne aux alentours de 2,86% de rendement par an. D'accord? Donc, son payout ratio, techniquement, est plus élevé que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qu'on vous paye en dividende, mais vous ne le voyez juste... Quand vous payez en rachat d'actions, mais vous ne le voyez juste pas. Mais ça fait partie d'une allocation, ça fait partie de l'allocation du capital vers les actionnaires, donc soit le dividende, soit le rachat d'actions. OK? Donc, Nike a un payout ratio plus élevé que ça. Mais en termes de dividende, si le dividende en lui-même peut augmenter, si on réduit complètement ici, si on met la part de rachat d'actions moyenne ici, on vous le donne ici en termes de dividende, vous aurez à peu près un rendement de 3% aujourd'hui pour Nike. D'accord? Voilà comment on regarde les choses, pas juste la croissance du dividende. Il faut aller plus loin que ça. Et pour ceux qui veulent investir avec conviction, comme d'habitude, on lit les rapports financiers. OK? Pour moi, ici, j'ai un biais positif sur Nike parce que j'aime déjà le produit. Je suis amoureux du produit. Donc, il est très facile pour moi de tomber amoureux de l'entreprise. Donc, je suis au courant de ça. C'est pour ça que je devrais également faire attention. Et moi, j'ai un faible pour les compagnies qui ont jamais des marques fortes. D'accord? Et je me suis déjà fait brûler plusieurs fois. D'accord? Notamment avec Michael Kors, qui est devenu Capri Holding aujourd'hui, parce que j'ai commis l'erreur de comparer Michael Kors à du Nike. Le luxe abordable n'existe pas. Soit on est luxe, soit on est luxe, ou pas du tout. D'accord? Donc, il y a Michael Kors, et actuellement, je perds de l'argent avec Asos, parce que j'aimais bien Asos. D'accord? Mais bon, je suis au fait de... Mais Nike, il y a de fortes chances que, voilà, que je ne me trompe pas sur le futur radieux de cette compagnie-ci. Mais attention, attention, les certitudes en bourse, c'est très dangereux. Donc, on va se dire ici que pour Nike, on a une opportunité d'investissement ici aujourd'hui, mais ce n'est pas extraordinairement, c'est pas extraordinaire. Pour ceux qui aiment le dividende, c'est assez correct, basique. Donc, idéalement, franchement, si y a un prix qui pourrait m'intéresser ici, bon, je vais faire simple, hein, j'ajoute un peu le dividende, j'ajoute un peu, disons, une légère croissance ici, je divise ça par 2, à peu près 50%. Aux alentours des $60 l'action, cette compagnie-ci va m'intéresser aux alentours des $60 l'action. Et comme je répète encore une fois, le prix actuel n'est pas mauvais. Ça n'inclut pas en considération la croissance ni l'augmentation des marges. Donc cette compagnie a la capacité de souffrir, mais actuellement, je me réserve le droit d'être très sélectif. Surtout que mon capital est limité. Et si Nike m'intéresse, ça ne sera peut-être pas à ce prix-ci. Mais à $60, je serais peut-être prêt à vendre une partie de ma maison, d'accord, pour acheter des actions Nike. C'est une parenthèse. Ne vendez pas votre maison pour aller acheter des actions, d'accord. Investissez uniquement l'argent dont vous avez besoin. La règle ici, je sais que, vous savez que la première règle en bourse, c'est de ne pas perdre d'argent. Et la deuxième règle, c'est de ne pas oublier la première. Donc, ce qui veut dire que, présentement, si j'investis sur Nike, il y a de bonnes chances que je récupère au moins mon capital de départ. C'est mieux. N'allez pas dire ça à quelqu'un qui a mis de l'argent dans le Luna classique. Non, je rigole. Je n'ai pas de problème avec les gens qui font de crypto-monnaie, d'accord? Du moment où vous savez que c'est risqué, tant mieux. OK? Donc, ici, on va se dire que Nike, correctement évalué, opportunité d'investissement, si on ne prend pas en considération la croissance, et la croissance pourrait nous surprendre. OK? So, maintenant, faites vos propres recherches. Lisez vos rapports financiers. Pour Nike, ici, moi, je reste à peu près, voilà, comment on dit ça? Je reste à peu près
optimiste, mais je sais également que cette compagnie va souffrir à court terme, moyen terme, mais ça reste une belle entreprise que tout le monde aimerait avoir dans son portefeuille. Mais au prix actuel, personnellement, moi, ça ne m'intéresse juste pas, mais je commence à observer Nike. Vous vous rendez compte que la dernière vidéo ici, la marge de sécurité est très importante. Le prix de Nike ne me dérangeait pas à cette période-là, mais je savais que ça, il y avait déjà à peu près de grandes chances que une légère croissance soit déjà inclue dans le prix. Donc ici, en me proposant l'entreprise ici aujourd'hui, vous savez que mon prix était aux alentours de 75 dollars l'action, à 85 dollars, ça commence à être intéressant, d'accord? Donc, je continue à suivre le dossier. Donc, dites-moi ici si vous avez un avis contraire, d'accord, en commentaire. Et sinon, d'ici là, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.